Bonjour, je m'appelle Jacques Teller, je suis professeur d'urbanisme et d'aménagement du territoire à l'Université de Liège et je travaille essentiellement sur des questions liées à l'urbanisation et l'ensemble des impacts de l'urbanisation, dont par exemple ses impacts sur le risque et les risques d'inondation en particulier. Alors les inondations ont touché un territoire relativement large qui va sur la vallée de la Vesdre depuis Eupen jusque Liège, ça fait 35-40 km. Une partie importante également de la vallée de l'Ourthe qui ont été touchées. Ce sont, pour information, deux vallées assez urbanisées qui se sont urbanisées au cours de la deuxième moitié du 19e, début du 20e siècle, avec, pour la vallée de la Vesdre, une vallée assez abrupte où les habitats et les industries se sont développés à proximité directe du cours d'eau. L'origine principale, ce sont les précipitations exceptionnelles qui se sont abattues essentiellement sur le plateau des Fagnes et qui ont déboulé très rapidement dans les vallées qui étaient fortement urbanisées. Donc on a deux facteurs, un facteur de pression qui est lié aux précipitations sur les plateaux et un facteur d'exposition qui est essentiellement lié à la présence d'habitats de manière très concentrée à proximité directe du cours d'eau. Je pense que c'était très compliqué de gérer cette catastrophe au vu de l'ampleur des événements. Ce sont des crues on a estimé la période de retour de l'ordre de 250 à 300 ans, avec des volumes de pluie absolument inédits, incroyables. Et les autorités publiques, en particulier les municipalités, les communes, ont été rapidement prises au dépourvu par l'ampleur des événements. Il y a, je pense, deux types d'actions à mener. Il y a d'une part des actions en termes collectifs qui consistent à limiter l'artificialisation sur les plateaux de manière à éviter d'avoir des écoulements aussi rapides. Donc ça, c'est bien en amont des vallées. Et des investissements collectifs également sur les fonds de vallée de manière à laisser davantage de place au cours d'eau. Ça peut se faire via des aménagements en retrait, retrouver d'autres formes de murs anti-crues qui seraient établis plus loin du lit mineur du cours d'eau, éviter d'avoir des bâtiments directement les pieds dans l'eau, parce qu'il faut voir la situation de la vallée de la Vesdre. Les bâtiments ont quasiment leur fondation dans le cours d'eau. C'est une implantation qui s'est développée de manière historique à proximité directe de l'eau. Et par ailleurs, au-delà des actions collectives, je crois qu'il y a également une réflexion à mener au niveau individuel, de manière à amener les habitants à davantage protéger leur habitation, à la fois pour éviter que l'eau ne rentre et d'autre part pour limiter les dégâts lorsque l'eau rentre dans leur habitation. C'est également des mesures à prendre en matière d'évacuation, parce que je pense que face aux événements que nous avons connus en juillet 2021, la seule solution raisonnable au milieu de la crise ou avant la crise était d'évacuer une part importante de la population. Tout ce que je viens de décrire en matière de protection à l'échelle des bâtiments n'est pas envisageable, n'est pas applicable pour des niveaux de montée d'eau de l'ordre de 1,50 m, 2 m, 2,50 m à l'intérieur des bâtiments, bien entendu. Donc je pense, par exemple, sur la question de l'anticipation, on a des très très beaux exemples ici à proximité, avec ce qui a été fait à Nimègue pour laisser davantage de place au cours d'eau, où on a réaménagé les digues à 300 mètres de leur emplacement existant pour retrouver un espace très très large, submersible, pour pouvoir stocker des grands volumes d'eau. Un espace qui est utilisable par les habitants en dehors des périodes d'inondation, en tant qu'espace vert, espace récréatif. C'est également des espaces qui servent pour la biodiversité. On a des exemples de ce type-là aux Pays-Bas, également en France, ainsi qu'en Suisse, avec des aménagements en proximité des cours d'eau pour laisser davantage de place à l'eau, le long du Rhône par exemple. Au niveau des évacuations, je pense que beaucoup de choses ont été mises en place aux États-Unis et je crois qu'au-delà des dispositifs technologiques qui ont été se montrer défaillants en juillet 2021, les personnes étaient prévenues extrêmement tard, parfois recevaient un message d'alerte alors qu'il y avait déjà 1,50 m d'eau dans leur maison. Je crois qu'à côté de ces dispositifs technologiques bien nécessaires, il faut aussi penser à la manière dont on peut travailler avec les communautés locales. On a vu ici en juillet à quel point les communautés locales étaient les plus réactives en matière d'aide, de support aux citoyens, à la fois après la crise, avec tout le développement du bénévolat qui s'est mis en place, mais également pendant la crise. Une partie des évacuations ont été réalisées par des citoyens qui connaissent les lieux, qui connaissent leurs voisins et qui ont pu aller, dans un certain nombre de cas, les chercher et les mettre à l'abri. Donc il y a une grosse pression en matière de densification des villes, à proximité des espaces de transport en commun, et d'autre part, des demandes de plus en plus importantes en matière de préservation et de création d'espaces verts. Je crois que l'enjeu résidera dans l'équilibre à trouver entre ces logiques de densification et de préservation, développement d'espaces verts.
Ça, je crois que c'est une question vraiment extrêmement intéressante. Ça va un peu dépendre de la vitesse à laquelle se développe le changement climatique. Vous savez qu'il y a des experts qui considèrent aujourd'hui que le changement climatique va aller plus rapidement que notre capacité à adapter les infrastructures. Donc, je crois qu'il y a une réflexion à mener aussi, et c'est pas toujours évident pour les ingénieurs de penser en termes de rupture, qui est quand même associée à une idée d'échec en matière d'ingénierie, c'est de voir que faire, comment gérer la rupture d'un certain nombre d'infrastructures qui sont dépassées par les événements. Ici, lors des inondations, le barrage de Penne, situé en amont de l'ensemble des villes qui ont été inondées, a dû, pendant la nuit du 14 au 15, relâcher une partie des eaux qu'il était en train de stocker parce que la capacité limite du barrage avait été atteinte. Je crois qu'ici, on n'a pas eu de problème de rupture, évidemment, du barrage. On a eu une rupture d'une série d'infrastructures clés comme des ponts qui ont très fortement limité les capacités de déplacement des habitants. Mais je crois qu'aujourd'hui, la question de la rupture et de la défaillance de l'infrastructure doit vraiment être mise au cœur des réflexions, en particulier des ingénieurs. Alors au niveau de la reconstruction, il y a deux choses qui sont mises en place. D'une part, il y a tout ce qui se fait de la part des citoyens qui ont consulté leur assurance, qui essaient de réaménager leurs biens. Et de ce point de vue-là, ce que l'on peut observer, c'est que les citoyens ont plutôt tendance à reconstruire leur bâtiment tel qu'il était. Et parfois en répétant des installations, des gestes qui, on le sait, on l'a vu, les exposent fortement à des inondations. Par exemple, les chaudières sont remises dans les caves alors qu'elles ont été inondées. C'est assez logique, c'est assez rationnel de la part des habitants. S'ils veulent avoir du chauffage en octobre, novembre, ici pour l'hiver, le plus logique à leur échelle, c'est de ramener les infrastructures qui étaient là dans leur cave, là où elles étaient, de manière à ne pas devoir changer toute l'installation de chauffage. Donc on est confronté à une forte inertie du système à l'échelle individuelle et il faut, je crois, comprendre les habitants qui posent ces gestes-là. Et d'autre part, en matière de reconstruction, il y a une réflexion qui a été mise en place par la région Wallonne avec les communes concernées de manière à développer, adopter un master plan pour l'ensemble de la vallée. C'est extrêmement intéressant de réfléchir au-delà de l'échelle d'une commune, d'une municipalité, pour envisager toute la question des inondations depuis l'amont jusqu'à l'aval et de voir dans quelle mesure ces aménagements qui seront réalisés peuvent contribuer à une meilleure qualité de vie dans la vallée, par exemple en retrouvant des espaces verts pour les habitants à proximité de l'eau, en ramenant des mobilités douces qui jusqu'ici n'étaient pas faciles à développer parce que les bâtiments sont trop près de l'eau. Donc essayer de voir dans quelle mesure la reconstruction peut amener une meilleure qualité de vie, une meilleure qualité urbaine que celle qu'on avait avant les événements.